projet de communication par Antoine Carrier, les nouvelles technologies au service des stratégies médico-chirurgicales et de l'évaluation préopératoire. 15 minutes. Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à remercier Philippe de Normandie et l'Académie de me permettre de vous présenter ces travaux sur les nouvelles technologies qui font partie d'un travail de thèse en biomécanique. Donc l'objectif, c'est déjà de définir le patient neuro-orthopédique. C'est un patient qui a souffert d'une pathologie qui va toucher le fonctionnement du muscle en général. Ce fonctionnement de muscle anormal aura des conséquences sur les articulations contraintes par ce muscle, et tout ça travaille dans un potentiel orthopédique osseux sain, voire traumatisé. Ça va générer des spécificités et une évolution patient spécifique. Donc il y a quelques définitions de base. On va utiliser dans ce panel de technologies l'analyse multimodale. Ça va regrouper les outils et modalités d'imagerie et d'exploration fonctionnelle qui vont permettre l'étude, l'observation et l'analyse d'un point de vue musculo-squelettique. On va se concentrer sur le patient spécifique. Il faut que l'outil de mesure ou l'outil de modélisation soit dédié au patient, utilisant les connaissances propres du patient et donc son plan. Pour ça, c'est dépendant des caractéristiques du patient en opposition au générique. L'évaluation a pour but de vérifier une prise en charge d'un traitement et de quantifier la fonction du patient. Et la modélisation, et là c'est un point important, elle permet d'analyser des phénomènes réels, de prévoir des résultats à partir de l'application d'une ou plusieurs théories à un niveau d'approximation donnée. Toute modélisation est une simplification. Il faut toujours le garder en tête quand on voit des résultats formidables, c'est toujours issu d'une simplification théorique. C'est dans un contexte d'unité transdisciplinaire qu'on est capable de réaliser tout ça, par l'intermédiaire du radiologue qui va être l'expert du système musculo-squelettique, il est l'expert de l'analyse des variations anatomiques et de la description des lésions, tout cela à un instant T, c'est la photographie du patient. Le clinicien, lui, est l'expert de la pathologie, de ses conséquences fonctionnelles, de la thérapeutique et de l'évaluation du traitement, et là on est sur l'analyse du déficit à l'instant T, mais aussi la prédiction de son évolution. Le clinicien, il a le savoir des conséquences de la déformation, d'une paralysie, d'une spasticité et de l'impotence. Et pour pouvoir objectiver tout ça, on a la nécessité d'avoir des outils de mesure. Donc ça, c'est un champ qui appartient à la biomécanique, où on va avoir la modélisation, l'analyse du mouvement, les explorations fonctionnelles et les outils de mesure. Très succinctement, la biomécanique, il y a 3 domaines, le in vitro, le in situ, le in silico. On ne parlera pas du in vitro ici. Le in situ, c'est tout simplement, je filme mon patient, je l'observe sa marche, j'utilise des caméras qui vont permettre de reconstruire en 3D son mouvement et j'observe sa marche, ou je vais utiliser de l'électromyographie ou des systèmes d'analyse des mesures. Donc ça, c'est le patient avec les métriques extérieures à ce patient, où on va essayer de quantifier un mouvement. Et le in silico, c'est l'étude sur le silicium, sur le processeur, c'est la modélisation. On va simuler les conséquences sur un patient. Donc, l'étude in vivo, c'est par exemple l'analyse du mouvement. C'est une science très ancienne. 1900, Étienne Jules Marais est quasiment le co-inventeur du cinéma. Il était capable de visualiser à partir de photos successives le déplacement, et avec des systèmes ingénieux, le positionnement de barres métalliques, on pouvait visualiser le déplacement des segments. Donc d'analyser ce qu'on appelle la cinématique dans un geste, par exemple la course comme en bas. Mais il avait aussi mis des systèmes ingénieux, comme une semelle de chaussure avec de l'encre, qui va permettre de voir le déplacement, l'amplitude du pas, l'ouverture du pas. Finalement, on n'est pas si éloigné que ça à l'heure actuelle. On est capable aussi de visualiser l'extérieur de manière pas vraiment plus ingénieuse, mais voilà, il y a des systèmes avec des caméras 3D, on place des capteurs sur le sujet, on va observer le déplacement de ses membres. Mais le point intéressant là, c'est l'apparition de la force dans tout ça. Être capable d'ajouter la notion de force, la pression du pied au sol, les moments de force, c'est-à-dire la capacité d'une force de réaction à entraîner un mouvement derrière, ou l'ajout du poids des muscles à l'intérieur. Mais tout ça, vu que c'est positionné à l'extérieur du patient, c'est de l'analyse externe, on n'a pas de réalité articulaire anatomique. On a des proportions idéalisées. Tous les systèmes de mesure ont tendance à se servir de l'homme idéal. Il est symétrique, il a ses 2 hanches qui sont positionnées de manière symétrique, ou ses genoux qui fonctionnent de la même manière. Et ça, c'est un des écueils qu'il faut éviter. Pour cela, on va rendre patient spécifique ces outils de mesure. Donc on va utiliser l'imagerie médicale. Donc là, par exemple, on utilise le système d'imagerie EOS, qui permet de face et de profil d'obtenir une reconstruction du membre inférieur. Et on va se servir de ce système pour pouvoir positionner de manière correcte le centre de hanche du patient. À l'extérieur, c'est les hanches idéales par le système d'analyse du mouvement. Au centre, c'est les hanches du patient grâce à son anatomie spécifique par l'imagerie médicale.
Mais ça, c'est le patient dans sa performance dans le laboratoire. Or, le sujet, dans son quotidien, il monte, il descend des escaliers, il s'assoit, il se lève. Et donc, comment on va être capable d'étudier en situation écologique ce patient qui présente un déficit neuro-orthopédique? Donc, il y a des travaux en cours. Dans le cas d'une ANR, on a développé une chaussette Exit qui mesure les pressions et qui permet de voir un peu les points d'appui. Mais sur Gage, c'est aussi une start-up issue des labos de recherche qui travaille sur des centrales inertielles. C'est ce qu'on a dans les téléphones. Et ça va permettre de remplacer le système d'analyse du mouvement pour suivre le patient dans son quotidien. Et essayer de voir en quoi il se met en risque ou non. Et enfin, la modélisation. La modélisation, donc là, c'est le travail d'une équipe sur Grenoble en partie. L'objectif était de concevoir des modèles biomécaniques patients spécifiques. Je prends votre scanner, votre IRM, je vais reconstruire votre clone virtuel anatomique et à partir de connaissances de l'anatomie fonctionnelle, comment je vais être capable de simuler votre mouvement. Donc là, on va voir que ça permet la compréhension des mécanismes internes, la visualisation de l'anatomie fonctionnelle, de prédire les conséquences d'un geste et aussi pour le patient neuro-orthopédique, de prévenir la plaie de pression. Donc voici un exemple de modèle biomécanique sur le pied où à partir du scanner et de l'IRM, on a reconstruit en 3 dimensions les structures osseuses, on a positionné les structures tendineuses et les insertions ligamentaires. Ce que vous voyez en haut, c'est le pilotage direct. Je contracte un muscle et je vois par rapport à la géométrie osseuse de ce patient le déplacement provoqué par ce muscle. Et ça, ce n'est faisable que si on met l'ensemble des connaissances de l'anatomie fonctionnelle. Donc pour designer un modèle biomécanique, on a besoin de l'anatomie fonctionnelle, c'est le plan. Enfin, on va rajouter la partie éléments finis, c'est ce qu'on a en bas à droite. Ça permet de rajouter la partie tissu mou par exemple, ou de calculer les contraintes à l'intérieur de l'os. Ça va être très important parce que c'est ce qu'on utilise pour faire voler les avions, les fusées, avant même qu'elles décollent. Et là, on est capable maintenant de l'appliquer au corps humain. Donc concrètement, si j'analyse le genou de manière basique, je vais dire que le genou fait une rotation. Souvent, on analyse le mouvement, on simplifie le genou à une rotation. Si je fais une rotation, on se rend compte que là, le tibia pénètre dans le fémur. Dans les faits, si je rajoute un peu de mécanique, je vais rajouter du contact, je provoque aussi une rotation. Cette fois-ci, le tibia va se bloquer sur le condyle fémoral. Donc la rotation pure ne permet pas le mouvement. Et on sait, en tant que clinicien, que le genou, c'est une rotation et un glissement. Si je mets les os, les ligaments, les ménisques et les muscles, et que je laisse faire le système, là, je vais obtenir la rotation et au moment de l'augmentation du rayon de courbure des condyles fémoraux, le glissement. Donc la simulation permet aussi de vérifier les hypothèses d'anatomie fonctionnelle. Et là, on voit dans le détail, quand on rajoute l'ensemble du système, qu'on est capable de visualiser, par exemple, ici, la tension des ligaments croisés en lien avec la pression de la rotule sur le fémur pour la stabilité du genou. Donc, et ça, c'est patient spécifique, c'est l'anatomie propre du patient qui nous dicte cette simulation. Mais le patient neuro-orthopédique, on va devoir faire des choix. Est-ce qu'on va devoir lui bloquer une articulation ou libérer une articulation, transférer des tendons? Donc, si je décide de bloquer une articulation, par exemple une arthrodèse de talus crural, quelles vont être les conséquences de ces contractions musculaires sur les autres articulations? Parce qu'on sait que je bloque l'articulation talus crural, je vais limiter la flexion dorsale et plantaire, mais les muscles, eux, ils vont continuer à tirer sur la structure. Quand on fait des simulations, donc là c'est ce qu'on va voir en bas, quand on réalise les simulations avec une contraction par exemple des fléchisseurs plantaires, on va obtenir le déplacement des structures, et ces structures-là vont avoir pour effet, alors hop, ces structures vont avoir pour effet de montrer le déplacement des articulations adjacentes. Quand on réalise ces simulations, on se rend compte qu'avec une arthrodèse, il reste 20 degrés de mobilité en flexion plantaire sur le reste du pied. Et ces 20 degrés se produisent principalement dans la sous-talaire et le lisfranc. Les études montrent que les arthroses sont localisées dans cette région-là. Donc un patient neuro-orthopédique qui a une spasticité pour laquelle je fais une arthrodèse, les muscles vont tirer sur les structures, et on peut estimer les zones où les articulations vont souffrir à cause de ces tensions. Là, c'est un exemple de transfert tendineux où on va transférer le muscle jambier postérieur, ici en jaune, et on décide de le transférer sur un des cunéiformes, ici en bleu, dans le but de faire que ce muscle devienne releveur du pied. Sur une anatomie précise, quelles vont être les conséquences de ce transfert? Est-ce que ce transfert va être efficace et permettre de reproduire réellement l'action de relever? Donc là, si je contracte le muscle, qui est le tibial postérieur toujours, mais inséré cette fois-ci ailleurs,
on va essayer d'observer sur la droite le mouvement produit et on vérifie si ce mouvement est effectivement une flexion dorsale de talus crural. Donc là, l'outil de simulation permet d'estimer la conséquence d'un transfert tendineux sur la position du pied, mais aussi des articulations adjacentes. Enfin, on peut aussi tester des hypothèses. Mon patient a un pied varus, équin, et je veux savoir quel muscle est responsable de son varus. Au lieu de se servir du patient comme propre cobaye et de tester des hypothèses sur lui, on va être capable de désactiver certains muscles ou d'activer d'autres muscles. Et dans ce cas-là, dans ce cas précis, on va tester l'hypothèse de l'abducteur d'hallux. Je vais contracter mon abducteur d'hallux et je vais vérifier quelle influence ça aura sur la déformation de ma structure. Donc là, on voit les conséquences à gauche. Cet abducteur d'hallux va fixer le pied dans une déformation. Lorsque je vais venir mettre mon pied au sol, cette déformation fixée à l'avant va entraîner un varus de l'arrière du pied. Donc on peut supposer que toxiner ce muscle permettrait de libérer la composante varusante chez ce patient. Enfin, les patients neuro-orthopédiques vont avoir besoin d'appareillage. Donc au départ, je suis podologue de formation. Mon premier objectif, c'est de vérifier une blessure orthopédique. Et là, on va être capable de vérifier l'adaptation de la structure par rapport à une orthèse donnée. Enfin, ces patients-là sont à risque de plaie, de par la neuropathie ou les déformations associées. Et donc, les modèles vont-ils être capables de prédire ce risque de plaie? Là, c'est un cas clinique d'un patient qui a une neuroarthropathie de Charcot avec une exclusion de l'os cuboïde en plantaire. Ce patient, malgré des décharges strictes, récidive et fait des maux perforants plantaires. On mesure ses points d'appui et on observe et on se rend compte qu'on n'a pas de solution à lui proposer qui permet de retrouver un quotidien à peu près normal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des simulations numériques à partir de son scanner, on a reconstruit son anatomie et on sait que l'ulcération se produit quand on a le tissu mou qui se déforme d'un certain pourcentage sur une certaine durée. On a, sur ce patient-là, simulé la mise en charge et regardé où l'ulcération se serait produite. Ensuite, on a utilisé cette imagerie 3D pour aider le chirurgien à décider où il faudrait couper pour que cette déformation passe en dessous du seuil de risque d'ulcération. Donc sur ce patient-là, il a été opéré en décembre, et là, on l'a revu il y a quelques semaines. Il n'a pas refait d'ulcération, il peut se chausser avec ses chaussures du quotidien avec une semelle orthopédique adaptée, alors qu'il était en permanence avec un plâtre de décharge. Donc la simulation permet ici de guider le chirurgien, mais c'est toujours le clinicien qui a le mot final. À l'avenir, on espère pouvoir aussi utiliser ces simulations pour du patient neuromusculaire. Par exemple, les amyoplasies sélectives, comme ici, où on a les vastes qui sont en amyotrophie et le droit fémoral en hypertrophie. On devrait pouvoir simuler le mouvement provoqué par cette dégénérescence et tester des hypothèses d'orthèse qui vont faciliter malgré ce problème. On va voir la même chose ici sur une amyoplasie des grands fessiers. Donc en synthèse, la thérapeutique, elle doit être conçue, designée, on doit designer la thérapeutique du patient sur son potentiel anatomique et fonctionnel, en relation avec l'évolution de sa pathologie. Un sujet pédiatrique, il va falloir faire ces simulations au cours de sa croissance. Un sujet âgé, ça va être la même chose. Et pour les myopathies également. Le patient, il ne doit plus être son propre cobaye de son traitement, quand cela est possible. Parce que le patient neuro-orthopédique, il a un risque de perte de fonction et d'autonomie qui est plus invalidante que chez le sujet non neurologique. Si on fait un mauvais transfert, ça va partir de l'autre côté et le patient, on va potentiellement lui faire perdre le peu de mobilité ou de gestes qu'il avait. Cependant, la modélisation, c'est par définition une simplification d'un système. Elle nécessite la prise de recul sur la visualisation des résultats. Je vous ai montré des très belles images, mais ces images sont des simplifications. Donc il faudra toujours, pour pouvoir l'utiliser en routine clinique, le mettre en perspective d'une validation par l'expérience. Les modèles doivent être validés. Ils doivent être développés par les cliniciens spécialistes de la discipline. Je ne vais pas développer un modèle de genou pour un patient neuro-orthopédique avec un chirurgien orthopédique qui fait que de la prothèse de genou chez le sujet simple 50 ans. Parce que je n'aurai pas son expérience clinique. Et l'expérience clinique, elle s'algorithme pour pouvoir faire de la modélisation. Ça doit être patient spécifique. Les données d'imagerie du patient, c'est données fonctionnelles et c'est l'ensemble qui permet d'obtenir la bonne simulation. Et enfin, il faut se confronter à la réalité clinique du patient et à son évaluation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et donc, cette communication était dans la discussion.
D'accord. Bonjour. J'ai une petite question sur ce modèle. Là, vous raisonnez à partir d'imagerie. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'intégrer dans ce modèle la force musculaire de chaque muscle, des agonistes, des antagonistes, comme par exemple on raisonne sur une ténotomie ou un transfert, est-ce que vous arrivez à intégrer ça? Alors, on peut quantifier la force nécessaire pour produire le mouvement, mais tout comme on n'est pas capable, à partir d'une activité EMG, de connaître la force, on a besoin d'outils en fait, de mesures externes qui vont nous donner la capacité motrice du patient, et ça on peut l'intégrer dans le modèle en tant que conditions limites. Et ces conditions limites vont nous permettre derrière de remonter, ça s'appelle la dynamique inverse, sur des forces et des efforts. Mais ce sera toujours une approximation, parce que ce sera l'effecteur final. On ne connaîtra pas la force sur un quadriceps du droit fémoral précisément. Ce sera, dans la mobilité d'extension, la force globale générale. On a vu il y a 3 semaines, on a eu une présentation de ce que l'imprimante 3D pouvait amener à la chirurgie, et quand je vois vos modèles, je me dis qu'effectivement, ça pourrait être très très joli de reconstruire le pied du patient et de pouvoir y appliquer des forces, par exemple. Alors, exactement, à l'heure actuelle, c'est la prospective, hein, on va aller vers ça, mais ça va être toujours une question du bénéfice-risque et de l'objet sur étagère. Si on est capable, pour un coût et un bénéfice-risque pertinent d'utiliser l'existant en termes d'implant, c'est pas nécessaire d'utiliser l'artillerie lourde pour faire une prothèse. Par contre, sur un sujet qui nécessite vraiment une spécificité de prise en charge morphologique et fonctionnelle, là c'est pertinent. Et avec les évolutions, on devrait pouvoir de manière très facile proposer des évaluations de base en pré-chirurgical qui permettront d'optimiser lors du geste chirurgical le positionnement, la génération de coupe sur mesure ou de l'implant en partie. Président Lac, je pense qu'on va vivre un peu ce qu'on a vécu avec la QM, c'est-à-dire qu'au début on s'est dit il faut que maintenant tous nos patients un peu compliqués à la marche, il faut qu'on leur fasse une AQM, et en fait on s'est rendu compte que la QM nous avait permis de progresser, permettre de se poser les bonnes questions et de comprendre. Et finalement actuellement, les AQM, alors on les demande pour quelques patients pour lesquels on n'est pas capable de répondre, mais on a beaucoup progressé sur la compréhension grâce aux AQM, et qui fait que le clinicien est devenu matériel beaucoup plus intelligent, et qui fait que là on demandait 15 ou 20% d'AQM aux patients, et bien on va demander plus que 5%. Et je pense qu'on va vivre la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on mettra en routine pour tous les patients, mais que progressivement ça va nous aider sûrement à se re-questionner en termes de décision clinique sur la clinique, qui restera l'élément fort, et puis on gardera ce genre d'outils en dehors de la recherche pour quelques patients qui nous posent de réelles difficultés. Je pense que c'est intéressant parce que ça veut faire une progression, c'est une intelligence collective, et c'est pas tout d'un coup un secteur qui a du savoir dans son coin. Ça oblige l'ensemble à progresser. D'autres questions? Je trouve que vous êtes la perfection dans la médecine personnalisée en définitive. On vise en tout cas à se dire que tout ce qui est modélisation à l'heure actuelle, on l'utilise sur quelque chose qui a été créé par l'homme. Donc c'est facile, on avait le plan, vu que ça a été ingénieur par l'homme. Là, le corps humain, si on ne fait pas réflexion de comprendre l'anatomie fonctionnelle, le poids de chacune des structures dans la fonction précise qu'il a à faire, on se coupe de connaissances. Et la connaissance, elle est là. Donc on manque clairement d'anatomistes fonctionnels à l'heure actuelle pour nous aider à designer ces modèles. Pour aller plus loin dans cette question, est-il toujours nécessaire, pour obtenir une fonction, de garder le modèle humain? Et c'est un sujet qui va au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, on analyse comme ça, on marche comme ça, mais pourquoi on marche comme ça? On pourrait peut-être marcher autrement. Et donc là, je pense qu'il va y avoir besoin, après, si vous voulez, d'une relation, notamment dans les modèles de la main, qu'on connaît peut-être mieux que les modèles du pied, enfin de la marche, si vous voulez. On sait bien que dans la chirurgie de la main, ce qui est important, c'est que la main puisse prendre. Elle a des fonctions. Exactement. En dehors de son anatomie, elle doit prendre, elle doit pincer, elle doit résoudre un certain nombre de problèmes. Donc il va y avoir, si vous voulez, une jonction probablement entre les deux systèmes qui est très très importante à faire et qui n'est pas si évidente. C'est là où on a besoin de la connaissance vraiment. Quelle structure permet de réaliser cette fonction? Et au-delà, cette structure, quand elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'elle empêche derrière? Et donc, mais ça, pour le coder derrière, on a besoin du clinicien. Tu as tout à fait raison. Moi, je trouve que les expériences des polio, par exemple, nous ont appris que pour des fonctions, par exemple la fonction de la marche, tu peux avoir quasiment zéro muscle. Le problème, c'est d'avoir des axes mécaniques et avoir un petit équin pour mettre ton genou en arrière, etc. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut. Ce qui compte, là encore, c'est l'objectif.
c'est l'usage. Et en fonction de l'usage, on est capable de réfléchir sur l'ensemble sur les paramètres sur lesquels on peut jouer. Les muscles, mais on peut se dire si on n'avait aucun muscle, ou si on restait que ce muscle, quelle doit être l'architecture. Et c'est pour ça que nous, on est très... C'est fou ce que les polios nous ont obligés à progresser, notamment sur tout le côté fonctionnel de la dérogulation, parce que là encore, on marche avec zéro muscle. Donc, comment on fait pour marcher avec zéro muscle? C'est absolument passionnant. C'est vrai que les polios ont été une école formidable. Alors la question que je pose, notre génération, on a encore vécu avec la polio, et on a été éduqué avec cela, on a appris à faire les gestes qu'il fallait faire pour essayer d'améliorer la marche et la fonction. Comment aujourd'hui, pour les plus jeunes, étant donné que la polio a disparu, vous faites l'enseignement et comment vous réglez ce type de problème? Peut-être qu'on va demander à François, est-ce qu'il coordonne le Centre ressources polio national sur les grosses sortes? Oui, encore une fois, c'est une question, on pourra en parler pendant des heures, mais en fait, on estime à peu près à 50 000 polio, CKR polio en France. Aujourd'hui, à Garches, on pense qu'on assure un suivi de consultation polio spécifique 2 jours par mois en médecine pure avec les appareilleurs, plus une consultation neuro-orthopédique avec Philippe de Normandie. Grosso modo, ça fait 300 patients vus en consultation par an à Garches. La mission handicap de la PHP a créé un réseau en Ile-de-France avec formation de compétences. C'est réintégré dans la formation de notre spécialité, la pathologie et les séquelles. On va chercher parfois dans les enseignements, M. Guillaume, enfin, des vraies écoles. Tous les internes de la spécialité ont cette chance de passer chez nous en Ile-de-France et donc suivre ces consultations polio. C'est réintégré dans la formation DES de notre... Et cette expertise clinique auprès du polio nous paraît majeure. Tout d'abord parce que c'est des patients qu'on ne voyait plus en consultation et qui reviennent en consultation. Ils ont abandonné leurs appareillages quand ils avaient 20 ans, ils ont vécu normalement parce qu'ils ont été élevés à la dure, notamment à Raymond Poincaré. C'est la meilleure intégration du handicap dans notre société. Ils ont tous travaillé, ils ont tous des enfants, ils ont tout cela. Mais ils sont chuteurs, ils perdent du muscle, il y a un modèle de vieillissement musculaire. C'est un modèle de patients qui savent porter des appareils au long cours. Et donc c'est vrai que vous verrez dans les exosquelettes, etc. Pour moi, c'est une population extrêmement intéressante. Et donc cette population revient nous voir avec un modèle de vieillissement musculaire, une perte d'autonomie, des problématiques de déformation, de ces déformations utiles qui deviennent toxiques parce qu'elles se majorent, elles sont douloureuses, l'arthrose, etc., la prise de poids, enfin. Et toute cette prise en charge aujourd'hui est standardisée et en train de se développer en Ile-de-France et même en France. Il y a un congrès polio tous les 2 ans, il y a un congrès européen, on s'est structuré sur le plan européen, il y a des progrès de recherche, etc. Donc en ce moment, ce modèle-là devient très intéressant. Et puis il ne faut pas oublier, en France, 30% des polios viennent des pays du Maghreb, viennent de Roumanie, viennent des pays de l'Est, et c'est des patients qui ont 30 ans. Et la population française vieillissante, entre guillemets, de polio nous donne des enseignements sur ce qu'on a fait avant et ce que ça donne aujourd'hui pour pouvoir faire de la prédiction sur ces patients-là et essayer de les aider au maximum en utilisant bien sûr ces avancées technologiques. Donc c'était une pathologie plus enseignée, un peu oubliée, et qui revient aujourd'hui au bout du jour avec un financement fantastique. Vous savez que Bill Gates, c'est le gros financeur de la polio dans le monde. Aujourd'hui, le Barça aussi, etc. Il y a beaucoup d'argent. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'éradication n'est pas faite et que dans les pays en guerre, et notamment en Afrique, et certains pays bandits qui ne vaccinent pas, il y a encore de la polio aiguë. Et vous savez aussi, peut-être qu'en Ile-de-France, il y a un entérovirus aujourd'hui qui donne un polio-like. Et donc, il y a toutes ces choses, toutes ces choses-là qui nous arrivent en ce moment et qui font que ça revient vraiment au bout du jour et elle est enseignée aujourd'hui. Et on a associé cette réflexion polio avec les réflexions des Charcot-Marie. Parce que les CMT par un certain nombre de points, alors c'est multiple, etc., mais on retrouve un certain nombre de problématiques des polio. Par exemple, à Garches, on a couplé les consultations pluridisciplinaires de polio avec les consultations de CMT, parce qu'on a des modes de questionnement où on retrouve, là encore, comment je marche avec un muscle, donc le problème des axes mécaniques, etc. Alors, il y a des points de repère. Donc l'idée, c'est effectivement pas faire parce que ce sont des modèles de réflexion pour beaucoup d'autres aspects de pathologie en matière fonctionnelle, que ce soit MDR ou orthopédie. D'autres questions ?